eyes to make a wish. How long will never finish? The warmth of your heart was in the air. Where it be, always together. Ok, super. Si tu pouvais encore changer les paramètres de confidentialité de ta vidéo, s'il te plaît, parce qu'on peut pas la partager. Stop all the clocks, cut off the telephone, prevent the dog from barking with a juicy bone, silence the pianos and with muffled drum, bring out a coffin, let the mourners come. Let aeroplanes circle mourning overhead, scribbling on the sky the message, he is dead. Crow bows round the white necks of the public doves. Oui, je t'entends, y a pas de souci. Ouais, bah écoute, je sais pas. Je peux juste te dire qu'on peut pas le partager sur aucune page pour l'instant, donc. Ok, super, merci. And my Sunday rest, my moon, my midnight, my talk, my song. I thought that love would last forever. I was wrong. Stars are not wanted now. Put out everyone. Pack up the moon and dismantle the sun. Pour away the ocean and sweep up the wood. For nothing now can ever come to any good. Crashing up the clock, crashing up the silver ring in your head. Cut off all the silent plays, cut off all the things turn to rain.
Oui, pas de souci, on y va. Alors Yannick, essaye de parler un petit peu, histoire de voir si on a un retour sur Facebook par rapport à ta voix notamment. Ah, ça va aller mieux maintenant parce que j'avais coupé le micro de mon agrégateur. Donc je pense que c'est bon maintenant. Ok, on va voir. Donc normalement, vous Ok, devez c'est bon, j'ai un m'entendre. retour sur le direct, c'est bon. Vous devez m'entendre On de attend, partout. on attend 4 minutes et on... Oui, on attend quelques minutes. On attend quelques minutes. Je vous mets un peu de musique. Alors, je sais que sur mon bol, les micros sont coupés, mais je vais quand même poser des questions. J'espère que les fêtes, au moins le début des fêtes, Noël, pour pas le nommer, s'est bien passé chez vous, dans vos familles, qu'il n'a pas fait trop moche. Nous, on a une petite tempête de vent par ici, pourtant c'est rare en Alsace. Mais tout ça a été très calme, donc ça s'est bien passé. Facebook, tout le monde va bien? Répondez pas tous en même temps. Donc l'audience est en train de se constituer, les gens sont toujours jamais très en avance, donc on va pouvoir commencer.
21h10, bonsoir à tous et bienvenue dans tous ces états avec Yannick Hervé, membre et porte-parole de l'association Les Clés de l'Europe, comme d'habitude toutes les semaines. Le rendez-vous du mercredi soir sur Canal Citoyen, également sur Facebook. Bonsoir à tous sur Facebook. Je vois que vous êtes pas mal déjà à nous avoir rejoints, donc bonne fête, excellente fête à toutes et à tous, encore une fois. Yannick, joyeux Noël à toi. Ce soir, petit sommaire, on a tenu quand même à tenir le pavé, tu es là. Donc tu vas nous présenter un petit sommaire quand même, histoire de rester sur l'actualité, sachant que les infos n'ont pas été nous ont pas très gâtés, on n'a pas eu d'informations ces dernières semaines, mais bon voilà, un bon sommaire en perspective et un petit bonus aussi pour une petite blague que tu gardes sur le côté. Yannick, à toi, bonsoir, je sais pas si ton micro marche sur Mumble. Allez, on y va, c'est bon, tout le monde m'entend ? On t'entend, c'est bon, il n'y a pas de souci. Alors bonsoir et bienvenue à tous en ce mercredi 27 décembre 2017 pour la 86e édition de cette dernière émission interactive de l'année. Je suis Yannick Hervé de l'association Les Clés de l'Europe et j'anime cet exposé débat tous les mercredis soirs. Donc merci à Rudy qui va m'assister pour recueillir les questions et distribuer la parole. En fait, l'actualité semblait très légère, mais en fait les informations que j'ai pu récupérer sont assez lourdes. Donc l'actualité est légère, mais les quelques informations sont assez lourdes. Et puis en fait, j'ai glané quelques petites infos intéressantes. Donc, mais ça va quand même nous permettre de passer de 2017 à 2018 dans une relative sérénité, bien que je pense que ce qui s'annonce va pas être très drôle. Alors, petit point technique pour les différents auditeurs ou ceux qui verront ça en podcast. Cette émission est diffusée sur le Mumble Canal Citoyen sous forme audio avec possibilité d'interaction vocale si vous avez un micro. Et le flux audio et vidéo est capturé par un agrégateur de flux pour fabriquer une vidéo diffusée sur ma page Facebook et celle des gens qui la partageront, aussi bien les Clés de l'Europe que d'autres, notamment Canal Citoyen. Et donc par contre, à ce moment-là, il n'y a pas d'interactivité, sauf si vous mettez des commentaires dans les messages, Rudy les lira et me les retransmettra. Sur la page Facebook, comme je disais, l'interaction se fait par l'intermédiaire des commentaires qui sont retransmis. Alors, sommaire du 86e numéro, on va parler de l'hypocrisie de l'UE sur le tabac, notamment une nouvelle qui est sortie le 15 décembre. On va parler du Brexit, puisqu'il se passe des choses. On va parler de la Catalogne, où il se passe aussi beaucoup de choses. Dans les indices du bordel ambiant, on va parler d'un sondage encourageant en Italie, d'une nouvelle loi en Grèce, des charrettes de Sofia, de Sébastien Kurz et les quotas. On fera quelques citations, je crois, si je me rappelle bien, j'en ai deux. Et on parlera du journal Ipso Facto Europa. Alors on commence par l'hypocrisie de l'Union européenne sur le tabac. Un communiqué de presse de la Commission européenne daté du 15 décembre 2017 est intitulé « Système d'identification et de traçabilité du tabac, questions et réponses ». Alors l'objectif de l'UE est d'identifier avec un code unique tous les produits légaux de l'industrie du tabac et de les rendre traçables de bout en bout, donc chez l'industriel, la fabrication, la distribution, la vente et la consommation. Effectivement, ça pourrait être contrôlé chez le fumeur, savoir si le tabac qu'il a acheté est bien légal. Alors l'argumentaire de la Commission européenne est le suivant. La consommation de tabac est extrêmement nocive pour la santé. Le tabagisme est la principale cause de mortalité évitable dans l'UE. Premier point. Deuxième point. Le commerce illicite amplifie ses effets négatifs en facilitant l'achat de produits du tabac, y compris par les enfants et les jeunes adultes. Les produits du tabac illicite sont souvent nettement moins chers que les produits légaux. Alors, je vous demande juste de regarder cette phrase-là. Le commerce illicite amplifie les effets négatifs du tabac. Donc, parce que le commerce est illicite, alors le tabac est plus nocif. C'est complètement débile. Troisième point. En outre, le commerce illicite du tabac est responsable chaque année de pertes de recettes fiscales chiffrées à des millions d'euros pour les pays de l'UE. Elles ont été estimées à environ 11,1 milliards d'euros par an. Alors, ce que je rajoute, parce qu'ils le disent pas, c'est dans le monde et non pas l'Union européenne. Ils le disent pas, c'est un peu un mensonger. Donc, c'est 11 milliards dans le monde. Le commerce illicite du tabac a également été identifié comme la principale source de revenus de la criminalité organisée et, dans certains cas, des groupes terroristes. Quatrième point, afin de lutter contre le commerce illicite, la directive européenne sur les produits du tabac, nommée 2014-40-UE, prévoit la mise en place d'un système d'identification et de traçabilité pour la chaîne d'approvisionnement légale, article 15, ainsi que d'un système de dispositifs de sécurité afin de mieux détecter les produits licites, article 16. Quand on lit ça, au débat, quand on lit comme ça, sans recul, on se dit, c'est bien, ils prennent soin de notre santé, ils veulent pas qu'on fume, enfin pour ceux qui fument, qu'on fume des saloperies, et ça va bien. Puis après, on regarde un peu en détail, et on va gratter un petit peu, sous le vernis de la surface, on va gratter l'effectivité des mesures, et surtout
les tenants et les aboutissants de cette histoire. Alors, il faut savoir que l'immense majorité du trafic de tabac se fait en important illégalement des produits légaux de l'Union européenne où il est moins cher. Alors, juste pour avoir une idée, les chiffres de novembre 2017, et on compare un paquet de cigarettes moyen de marque, en sachant qu'on prend le même paquet dans tous les pays, mais on ne vous donne pas de marque, et c'est le même paquet, un paquet d'une grande marque. Alors, le pays de l'UE le moins cher est la Bulgarie, où c'est à 2,61 €, 3 € en Lettonie, 3,34 € en Roumanie et 4 € en Grèce. Au Portugal et en Espagne, c'est 4,50 € et 4,99 €. En Italie, ça sera 5 €. En Allemagne, 5,50 €. En Belgique et en Finlande, 6 €. En France, le paquet est en moyenne à 7 €. En Irlande, au Royaume-Uni, au-dessus de 10 €. Donc vous voyez, déjà rien dans l'Union européenne. Il y a tout un étagement des prix entre le premier qui était à, je ne me rappelle plus, 2,61 € jusqu'à de plus de 10 € pour le même paquet, donc d'un facteur de 1 à 4. Mais hors UE, mais dans les pays proches, en Moldavie, il sera à 76 centimes. En Ukraine 1,2 € et en Biélorussie 1,34 €. Tout ça pour le même paquet. On va donc de 76 centimes à plus de 10 €. Alors je rappelle qu'un des piliers dogmatiques de l'UE est la libre circulation de marchandises, sans oublier la libre concurrence. Le tabac étant une marchandise, pourquoi n'a-t-il pas le droit de circuler librement ? Parce que ce n'est pas une marchandise, mais un impôt. En effet, je rappelle qu'une grosse partie du prix des cigarettes est de l'impôt librement consenti par les consommateurs, les fumeurs donc. Alors je vous ai repris le détail du prix d'un paquet de 5,90 € en France. Je vais vous mettre une petite illustration. Pour Mumble, excusez-moi, c'est sur la vidéo. Alors, pour un paquet, je rappelle, de 5,90 € en France. Le prix du tabac avec marge du fabricant, c'est 0,61 €, c'est-à-dire 11,43%. La marge du détaillant est de 0,43 €, le buraliste, soit 8,19%. Tout le reste, c'est de l'impôt, c'est-à-dire 4,86 € ou encore 80,38%, c'est de l'impôt. C'est décomposé en TVA à 16,39%, une assise du prix de vente de 57,96% et une assise spécifique de 7,50%. Donc les cigarettes sont taxées à plus de 80%. Les cigares sont taxés à 44% et le tabac roulé à 75%. Au sein de l'UE, les taxes sur le tabac varient de 70% en Lituanie à 90% en Slovaquie. Alors en France, environ 10 à 15% du tabac est illicite, d'après les statistiques des douanes. Et ça, c'est pris sur les contrôles et les saisies. Alors ce tabac illicite est issu essentiellement de tournées de ravitaillement transfrontalières. Par exemple, les Lorrains et les Alsaciens qui vont au Luxembourg faire une tournée, où j'ai déjà vu à la frontière, il y a des tabacs dans les stations-service, gigantesques les tabacs, où j'ai vu des voitures break pleines à bloc de cigarettes et de tabac à rouler. Le tabac roulé est vendu en boîte de 5 litres. Et les gens remplissent leur bagnole et reviennent en France. Ce tabac est illicite au sens réglementaire. Autre cas de figure, c'est l'achat de produits légaux à exportation illégale par Internet. Par exemple, je vais vous donner 2 sites. Voilà par exemple un site. Ça, c'est un site qui est en Belgique, qui s'appelle Tabac Boutique depuis 2008. Donc, vous pouvez acheter votre tabac par correspondance. Vous achetez le pot ici, c'est quoi ? C'est un pot de tabac roulé Winston. Il peut faire de 150 grammes jusqu'à 500 grammes. Le 150 grammes est à 13,90 €. Le 500 grammes est à 45,90 €. Mais vous avez aussi des sites spécialisés, par exemple, pour des cigarettes, des cigarettes en cartouche, ou du tabac, enfin tous les produits de tabac sont accessibles directement depuis les pays étrangers, européens, par Internet. C'est illégal, mais ça fonctionne. Alors tous ces produits sont en très forte majorité des produits originaux, c'est-à-dire des produits issus des cigarettiers. Ils ne sont donc ni moins ni plus dangereux pour la santé des consommateurs, ce sont strictement les mêmes. Ils sont juste dangereux pour les percepteurs qui ne touchent pas leur dû sur ces produits de mort. Les contrefaçons sont rares et de très mauvaise qualité. Les gens qui en fument une fois apparemment n'y retournent jamais. On estime à moins de 20% de la contrebande d'après les douanes.
Donc, c'est-à-dire moins de 2% des cigarettes. La contrebande fait à peu près autour de 10%, et il y a 20% des 10% qui est de la contrefaçon. C'est-à-dire moins de 2% des cigarettes sont des contrefaçons. Donc, ce que combat l'Union européenne, ce n'est pas la contrefaçon, c'est bien le commerce dit illégal. En fait, la libre circulation combat son propre dogme. Donc, la plupart du commerce illicite vient du trafic de produits légaux, et même de produits issus directement de chez les fabricants, qui organisent même les exportations de temps en temps. Il y a eu plusieurs scandales, et notamment Japan Tobacco est soupçonné d'organiser un trafic international. C'est-à-dire plutôt que de vendre des cigarettes directement dans les pays où elles sont fortement taxées, donc ça fait baisser leur vente, ils s'arrangent pour vendre leurs produits aux contrebandiers, comme ça ils vendent plus de cigarettes et les consommateurs les payent moins cher. Et on a même confié le contrôle de cette contrebande aux fabricants eux-mêmes, c'est-à-dire aux cigarettiers. D'ailleurs, les cigarettiers sont contre la traçabilité, évidemment, parce que eux, ça leur ferait perdre quelques marchés, et donc ils sont contre. Donc il ne faut pas parler de produits illicites ou de contrefaçon, il faut parler de contrebande, et même de contrebande intracommunautaire, mais même de contrebande légale d'après les dogmes libristes de l'UE. Le système de traçabilité et les dispositifs de sécurité devraient être mis en place d'ici au 20 mai 2019 pour les cigarettes et le tabac roulé, et d'ici au 20 mai 2024 pour tous les autres produits du tabac, comme les cigares, les cigarios et les produits de tabac sans combustion. Produits de tabac sans combustion, c'est le tabac à mâcher, donc le tabac à priser, le tabac à chiquer, ils ne doivent pas en vendre encore beaucoup. Alors, les dispositions et les dispositifs ne sont que des moyens hypocrites de récupérer l'argent des fumeurs en espérant qu'il y en ait le plus possible. L'UE déclare que le tabac est un poison. Or, dans les traités, il est écrit en toutes lettres qu'un des objectifs de l'Union européenne est de protéger ses citoyens consommateurs. Ils disent par exemple, n'importe lequel, alors c'est écrit dans les sites de l'Union européenne, n'importe lequel de ces consommateurs devrait pouvoir acheter le produit de son choix auprès de n'importe quelle entreprise européenne le proposant. Écoutez bien, n'importe quel des consommateurs devrait pouvoir acheter le produit de son choix auprès de n'importe quelle entreprise européenne le proposant. Donc, un paquet de cigarettes de marque, on va en donner quelques-unes, Camel, Marlboro ou je sais pas quoi, normalement, d'après les textes européens, vous pouvez les acheter n'importe où en Europe, du moment que c'est proposé aux consommateurs. Deux éléments permettent ainsi de s'assurer du bon fonctionnement du marché pour les consommateurs. Le jeu de la libre concurrence doit entraîner des prix bas et favoriser l'innovation. Ce qu'ils vont faire pour le tabac dit bien le contraire. Les mesures de protection des consommateurs doivent garantir des produits sûrs et de qualité. Or, l'Union européenne nous dit exactement le contraire, puisque le tabac, ils disent c'est un poison. Et ils veulent gagner de l'argent sur le poison. Et ils disent aussi qu'ils veulent la sauvegarde des intérêts économiques des consommateurs. Certainement pas, puisqu'ils veulent faire payer le prix le plus cher possible aux consommateurs qui restent dans leur pays. Et un des 4 objectifs dans ce domaine est renforcer la sécurité du consommateur vis-à-vis des biens, des services et de la chaîne alimentaire à l'aide de règles communes et de surveillance du marché efficace. Non, parce qu'ils ne surveillent pas la sécurité des consommateurs puisqu'ils veulent leur vendre le plus possible de cigarettes. Alors, il faut savoir que le tabac tue beaucoup moins que le tabac tue beaucoup plus que les armes à feu, et pourtant la réglementation sur les armes à feu est beaucoup plus stricte à la limite de la prohibition. Exemple, en 2012 en France, il y a eu 125 homicides par arme à feu, le tabac a fait 78 000 morts la même année, l'alcool 49 000 et la voiture 3 500. Et on veut continuer à vendre du tabac. Le tabac fait environ 700 000 victimes par an en Europe. Donc à votre avis, faut-il s'assurer que l'impôt est bien prélevé ou aller doucement vers l'interdiction? Alors, on va relire le communiqué de presse de la Commission européenne à la lumière de tous ces faits. Je me suis permis de rédiger un petit peu mieux le communiqué pour dire la vérité, donc je l'ai un peu remanié et voilà ce qu'il devient. La consommation de tabac est extrêmement nocive pour la santé. Le tabagisme est la principale cause de mortalité évitable dans l'UE, mais plutôt que d'aller vers l'interdiction pour protéger le consommateur, nous allons profiter de cette dépendance mortifère pour récupérer le plus d'impôts possible. Le commerce illicite, c'est-à-dire l'utilisation de la liberté de circulation des biens, n'a aucun effet négatif sur la santé des fumeurs, puisque ce sont les mêmes produits que ceux dont ils disposent dans leur pays. Mais comme il n'y a pas d'argument sanitaire, nous allons dire que c'est mauvais pour culpabiliser tout le monde. En outre, le commerce illicite du tabac est responsable, chaque année, de pertes de recettes fiscales chiffrées à des millions d'euros pour les pays de l'UE. C'est bien la seule raison de tout ce ramdam, malgré nos engagements de libre circulation des biens, de libre concurrence, de protection des consommateurs, notamment la sauvegarde de leurs intérêts économiques. Nous n'allons pas les laisser en profiter si c'est au détriment des recettes fiscales. Il est plus facile de pomper les fumeurs que les multinationales. Malgré le manque d'informations crédibles, nous allons dire, pour renforcer votre culpabilité, que le commerce illicite du tabac a été identifié comme la principale source de revenus de la criminalité organisée et, dans certains cas, des groupes terroristes.
Afin de lutter contre l'optimisation économique des acteurs et contre nos propres dogmes de libre circulation et de libre concurrence, nous allons fliquer les fabricants et les consommateurs pour qu'ils paient bien leur impôt là où nous le voulons. Je conclurai, vive l'Europe. Est-ce que quelqu'un veut réagir sur cette hypocrisie de l'Union européenne ? En tout cas, c'est hallucinant, on est dans de la propagande accrue. Ça sert carrément à financer le terrorisme et le grand banditisme en France, la contrebande, oui. Bon, on a Joe et Anna du 80 qui avait réagi, qui disait c'est vrai que le prix en Andorre comparé au prix en France, c'est aberrant, paquet vendu entre 2,50€ et 3€. Alors qu'en Andorre, c'est à peu près approximativement 6€. En France, pardon, c'est approximativement 6€. Je dirais même 7 avec les dernières augmentations. Mais oui, avec un écart aussi flagrant, on aura forcément une recrudescence de la contrebande et de la vente alternative de cigarettes en France, Yannick, c'est sûr et certain. Avec ces prix, c'est sûr que les gens vont aller de plus en plus dans les pays étrangers, mais maintenant ils vont être fliqués, puisque sur chaque paquet de cigarettes, on aura un numéro d'identification, et directement le flic viendra chez vous et pourra savoir si vos cigarettes viennent d'Andorre, de Bulgarie, du Japon ou d'ailleurs que l'Union européenne. Et donc simplement, ça sera un flicage de plus. Un flicage de plus qui va contre les dogmes de l'Union européenne. C'est ça qui est fou. À la limite, qui mettent des numéros d'identification sur des choses interdites, sur des choses qui vont contre les valeurs de l'Union européenne. On se dirait, voilà, ils travaillent dans le sens de leurs propres préoccupations. Mais là, on nous dit qu'on veut laisser circuler les produits, jouer la concurrence pour que les produits soient moins chers, mais pas sur les cigarettes et pas sur l'alcool. Je pourrais vous faire un petit truc sur l'alcool, mais pas sur les cigarettes, parce que justement les cigarettes, c'est pas un produit, c'est un impôt. Et donc c'est complètement hypocrite, parce qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est que les gens fument, payent leurs impôts et que l'argent rentre. Alors justement, on a d'autres questions, Céline, je t'oublie pas, notamment par rapport au degré de sérieuxité, degré vraiment d'implication de l'État par rapport aux sanctions. Est-ce que tu penses pas que ça va faire un flop comme la loi Adopi est-ce qu'on va pouvoir vraiment traquer tout le monde? Alors, ce qui va se passer, c'est que, je vous ai pas lu les détails de la directive, c'est que chaque État est obligé de mettre en place un organisme de certification, un organisme qui va donner qui va distribuer les numéros d'identification pour tous les lots. Donc en fait, ils vont refabriquer une administration peut-être privatisée, donc ça va nous coûter beaucoup d'argent. Certainement sur les impôts au départ et après sur le prix des cigarettes, et nous dire voilà, il faut qu'on augmente le prix des cigarettes parce qu'on a mis en place tout ce dispositif, et ça ne coûte rien à l'État. Je veux dire, après, c'est juste un outil pour les douanes, c'est un outil pour la police, c'est un outil pour l'administration fiscale pour pouvoir faire ces vérifications. Donc en fait, c'est beaucoup moins contraignant que Adopi, c'est beaucoup plus technique et ça permet de récupérer des impôts. L'Adopi ne permet pas de récupérer des impôts, hein, alors que là, ça va permettre de récupérer de l'argent et de vérifier que l'argent est bien payé en France. Donc, ce qui veut dire que c'est le consommateur qui va être blousé, quoi. Moi, je fume pas, donc ça me dérange pas, mais le consommateur qui pouvait fumer moins cher en allant au Luxembourg, il y a des gens, des personnes de ma famille habitent à 2 km du Luxembourg, c'est vite fait d'acheter ses cigarettes au Luxembourg. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que les consommateurs vont s'adapter. Actuellement, on a le droit de ramener 5 cartouches de cigarettes par personne quand on va, par exemple, au Luxembourg. Les gens feront 10 allers-retours et ramèneront, plutôt que de le faire une fois, feront 10 allers-retours, laisseront une personne sur une aire d'autoroute, et puis ou sur un parking près de l'autre côté de la frontière, et viendront à chaque fois avec 5 cartouches, et ils rempliront leur voiture plusieurs fois. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, si ce n'est que c'est de l'économie obligatoire, c'est-à-dire que ça va coûter de l'argent, ça donne de l'activité, c'est de la fausse économie. Et c'est du contrôle fiscal. D'accord, donc tu répondais à la question de Céline qui disait combien peut-on ramener de cartouches et est-ce que ce nombre va être modifié? Donc ça dépend du pays en question. Non, pas en Union européenne. Pas en Union européenne, c'est la même chose pour tous les pays de l'Union européenne. Ça dépend si on vient en avion mais par la voie terrestre, c'est 5 cartouches par personne maximum. Et pour l'alcool, ça se compte en litres d'alcool pur, mais je l'ai lu cet après-midi, je ne me rappelle plus, je me suis concentré sur les cigarettes. D'accord, Johanna du 81, je vois des gens qui font des voyages toutes les semaines depuis la libre circulation au Pertuis. Isabelle Corrado, cela prouve aussi que l'impôt, la fiscalité reste une exclusivité de chaque État. C'est contradictoire avec l'objectif de l'harmonisation. Tout à fait, c'est-à-dire que voilà un domaine dans lequel
c'est schizophrène et hypocrite, puisque ils veulent la libre circulation des biens, mais ils veulent pas que les biens circulent s'il y a beaucoup de taxes dessus et qu'ils risquent de perdre des taxes. Donc c'est schizophrène, c'est complètement fou. Oui, puis hypocrite, elle dit par la suite, quand il s'agit de santé, exemple le glyphosate, l'UE et les lobbies aux commandes priment sur l'intérêt général. Donc oui, on est dans la contradiction pure, et oui, bon, et puis prendre leur dîme. Passant de temps en temps par le Luxembourg pour le travail, depuis quelque temps je le fais plus, mais je l'ai fait beaucoup il y a fut un temps. Moi j'ai vu des voitures mais pleines à ras la gueule, des breaks, des jumpy, des gros breaks Audi, des machins. Je sais pas, il y avait, alors je peux pas donner en kilos parce que ça pèse pas très lourd le tabac, mais 2 mètres cubes de tabac à chaque fois. Et puis les gens passaient la frontière, enfin l'ex-frontière, personne ne disait rien. Donc je dis les contrôles sont très sporadiques. Donc est-ce qu'ils vont renforcer les contrôles? Est-ce qu'ils vont se baser là-dessus pour pouvoir faire de la douane volante? Parce que la douane volante, actuellement vous achetez un paquet de cigarettes, il n'y a pas beaucoup de moyens de savoir d'où il vient quand vous êtes ailleurs en France et vous avez un paquet de cigarettes. Maintenant, quand il y aura des lots avec des numéros, des choses comme ça, les contrôles risquent d'être un peu plus sévères, quoi. Les Lorrains vont au Luxembourg, je sais pas si ça vaut le coup encore d'aller en Allemagne. Je sais que pour certains, le tabac roulé sans additifs, ils vont l'acheter en Allemagne. Mais sinon, les gens du sud de la France vont en Espagne, en Andorre, en Italie, ça vaut plus le coup, je crois. Ben voilà, donc les gens s'arrangent et optimisent. Donc en fait, les acteurs économiques optimisent leur comportement économique pour leur bien. Mais c'est normal. Et surtout qu'il y a des règles de libre circulation qui ne sont pas respectées par l'Union européenne elle-même. Donc voilà, c'est la schizophrénie totale. Ok, merci Yannick. On fait un coucou à tous ceux qui sont sur Facebook, Anui, Terra Mohu, Paul Bertrand, Emmanuel, Manu de Huning, et puis d'autres personnes, tous ceux qui nous ont rejoints un petit peu plus tard, Baila Ndai. Alors il y a Fabio aussi qui est là assez souvent. Bonsoir à toi. Il dit le micro est un peu trop saturé sur Facebook. Alors nous on prend les retours sur Mumble, donc ça va. Peut-être que sur XSplit le niveau de ton micro est un peu trop élevé, Yannick, peut-être. Parce que alors je baisse un peu le micro, on me dit si ça va mieux. Alors il y a un retard entre le moment où je vais parler et le moment où j'aurai le retour, il y aura bien 5 minutes. J'ai baissé le micro, vous me direz ce que vous en pensez dans 5 minutes. Ok, super, merci. Non, on va pouvoir passer à la suite. On avait 2-3 réactions de l'autre côté. Alors, on va parler du Brexit. Alors, je vais vous parler d'un communiqué de presse du 20 décembre 2017 de la Commission européenne. Ce communiqué de presse s'appelle « Brexit, la Commission européenne recommande un projet de directive de négociation en vue de la prochaine phase des négociations au titre de l'article 50. » Donc c'est une directive du 20 décembre 2017. Alors rappel, le 8 décembre 2017, la Commission européenne a recommandé au Conseil européen de conclure que des progrès suffisants avaient été accomplis au cours de la première phase des négociations au titre de l'article 50 avec le Royaume-Uni. Donc c'est la Commission européenne qui dit au Conseil, vous pouvez donner le feu vert pour la suite. Le 15 décembre, les dirigeants de l'UE 27, donc sans le Royaume-Uni, ont confirmé que des progrès suffisants avaient été accomplis sur les questions des droits des citoyens, de l'Irlande et du règlement financier, et ont adopté des orientations en vue de passer à la deuxième phase des négociations. Il y a eu un vote du Parlement européen, mais il ne sert strictement à rien, je ne vous en parle même pas. Alors le communiqué de presse nous dit ceci. Donc c'est un petit peu technique, accrochez-vous, et après je vous débriefe. À la suite des orientations adoptées par le Conseil européen le 15 décembre, la Commission européenne a adressé ce jour au Conseil une recommandation visant à entamer les discussions relatives à la phase suivante du retrait ordonné du Royaume-Uni de l'Union européenne. Le projet de directive de négociation, qui vient compléter les directives de négociation de mai 2017, contient des détails supplémentaires au sujet de possibles modalités transitoires. Y figurent en particulier les éléments suivants. Alors, ce qu'on appelle les modalités transitoires, c'est entre le 30 mars 2019, où il y a le Brexit effectif, et le moment où le Royaume-Uni sera vraiment complètement extérieur de l'Union européenne. Donc il y a des choses qui vont se passer de façon transitoire. Cette durée, est-ce qu'il y en aura une? On ne sait pas. Combien de temps ça va durer? On ne sait pas. Ça va être discuté. Mais c'est la période, donc entre le 30 jusqu'au 30 mars 2019, le Royaume-Uni est dans l'Union européenne. Au bout d'un certain temps, elle ne sera plus du tout. Et il y a cette période transitoire. Donc là, c'est des instructions que la Commission européenne donne au Conseil européen pour dire voilà sur quoi vous ne devez pas lâcher pour cette période transitoire. Alors, il y a 4 points. Il ne saurait être question d'un choix à la carte. Le Royaume-Uni continuera de participer à l'union douanière et au marché unique dans le respect des 4 libertés. Les 4 libertés, ce sont les 4 libertés de circulation. Personne,
biens, capitaux et services. L'acquis de l'Union continue de s'appliquer dans son intégralité. L'acquis, ça veut dire les lois. Dans son intégralité, au et dans le Royaume-Uni, comme si ce dernier était un État membre. Toute modification entre-temps apportée à l'acquis devrait s'appliquer automatiquement au Royaume-Uni. Donc ils disent que les lois de l'Union européenne continueront à s'appliquer au Royaume-Uni pendant la période transitoire, et si ces lois changent, sont votées, tout ça, sans le Royaume-Uni, bien sûr, parce qu'il ne fera plus partie de l'Union européenne, ça s'appliquera quand même au Royaume-Uni. On marche la tête, enfin, on en parle après. Tous les instruments et structures de l'Union qui existent en matière de réglementation, de budget, de surveillance, d'exercice du pouvoir judiciaire et de contrôle du respect des règles, y compris la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne, sont d'application. C'est pas très français, mais c'est écrit comme ça. Le Royaume-Uni deviendra un pays tiers à partir du 30 mars 2019. En conséquence, il ne sera plus représenté au sein des institutions, organes et organismes de l'Union. Quatrième point, la période de transition doit être clairement définie et précisément limitée dans le temps. La Commission recommande qu'elle ne dure pas au-delà du 31 décembre 2020. Dernière petite phrase du communiqué. La Commission rappelle également dans sa recommandation la nécessité de transcrire en termes juridiques les résultats de la première phase de négociation, tels qu'ils sont exposés dans la communication de la Commission et le rapport conjoint. Donc les commentaires. La Commission européenne a beaucoup de mal à voir partir un État membre et fait tout pour qu'il reste sous sa dépendance. Parce que vous avez vu, il faut que tout reste comme c'était avant pour une période transitoire. Donc il n'y a même pas question que les choses se fassent tout doucement, c'est-à-dire qu'il faut que tout reste comme avant. La Commission européenne souligne en creux que l'accord trouvé début décembre n'est pas juridique et n'engage personne, et qu'il faudrait penser à écrire un truc sérieux. C'est-à-dire que, je vous l'avais dit la dernière fois, c'est que ce document qui a été présenté le 8 décembre avec Theresa May et Juncker, en fait, c'est un document qui n'est pas juridique, c'est un protocole d'accord qui n'engage personne, donc si les gens ne le respectent pas, on ne peut rien leur dire, tant que ce n'est pas écrit en tant qu'un texte juridique qui soit signé par toutes les parties. Donc là, la presse n'a pas du tout fait son boulot, elle a dit n'importe quoi, ce n'est pas un texte juridique, c'est juste un protocole d'accord. Alors, le Royaume-Uni deviendra bien un État tiers au 30 mars 2019, mais pendant la période transitoire, il participera à l'union douanière, au marché unique, avec les 4 libertés, sauf pour le tabac comme on a vu avant, devra appliquer les éventuelles nouvelles règles, si elles sont adoptées sans son avis, il devra appliquer toute la réglementation, le contrôle de son budget, la surveillance, le pouvoir judiciaire et la Cour de justice européenne. Alors, imaginez un divorce pour lequel un des ex-conjoints demande au juge une période pendant laquelle il pourra contrôler le budget de l'autre, lui appliquer ses règles de vie, même les nouvelles, qui n'étaient pas dans le couple, aller contrôler une maison où il ne vit plus, venir juste pour faire venir son conjoint pour sortir les poubelles, supporter les frais pour organiser des bringues où il n'est pas invité. C'est exactement ça. Donc la Commission européenne, sur ce coup-là, a des comportements totalitaires scandaleux. Alors, ce que fait la Commission européenne, c'est elle donne des directives de négociation. Donc les gens qui négocient vont devoir suivre ça, mais il y aura des compromis et forcément des deux côtés, il va y avoir des gens qui vont dire oui, qui vont dire non, et il y aura des compromis. Et le Conseil européen signera après pour savoir s'ils sont d'accord avec les négociations. Mais je vous rappelle, moi je dis depuis le début, les gens qui sont sous contrainte du temps, ce n'est pas le Royaume-Uni, c'est l'Union européenne. Et l'Union européenne, s'il n'y a pas d'accord au 30 mars 2019, le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, quelles que soient les conditions de l'accord. Donc ce qui veut dire que ce n'est pas le Royaume-Uni maintenant qui est en position de faiblesse, mais bien l'Union européenne. Donc ces comportements-là sont symptomatiques de tout le reste. C'est que la Commission européenne veut mettre son nez partout, veut garder le contrôle de tout, ne veut pas laisser la liberté aux États, et ça c'est complètement scandaleux de mon point de vue. Quelqu'un veut réagir là-dessus avant qu'on attaque la Catalogne ? Alors est-ce que justement l'Union européenne ne veut-elle pas profiter de cette période pour essorer, siphonner complètement de l'intérieur les Royaumes-Unis ? Non, parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Ils n'en ont pas les moyens. Les moyens juridiques qu'ils ont, c'est de faire payer les choses pour lesquelles le Royaume-Uni s'est engagé, puisque juridiquement il s'est engagé au sens contractuel. Le reste, ils n'ont aucune prise dessus. Ils n'ont aucune prise. D'accord. Ok, ça revenait un petit peu sur le tabac. Il y avait quelques questions, notamment Johanna qui demandait si faire son propre tabac c'était possible. Non, c'est illégal, c'est un monopole d'État. Eh ben voilà, ça répond à la question. Certains répondaient oui, si dans la mesure où on ne le vend pas, donc non, visiblement. Non. Le tabac, c'est une plante qui est sous contrôle des douanes. Par exemple, les buralistes sont des agents des douanes.
Les buralistes, pour le vendre le tabac, sont des agents des douanes, évidemment des agents privés, mais non, on n'a pas le droit de faire pousser du tabac. Ici en Alsace, il y en a moins beaucoup de tabac. Les jeunes ici allaient beaucoup moins maintenant cueillir le tabac, et les feuilles sont comptées. Les feuilles de tabac sont comptées. Démocratie, vous avez dit ça, plus les potagers interdits. Ouais, on n'est pas dans un cercle très 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 libre. Alors, je pense qu'on a le droit de planter du tabac. On n'a pas le droit de le fumer. Ouais, oui. C'est comme pour le cannabis, on a le droit d'avoir la graine. C'est comme l'alcool, vous n'avez plus le droit de faire votre alcool. L'alcool, c'est il n'y a que les gens qui sont bouilleurs de cru attitrés qui ont le droit de faire de l'alcool. Vous ne pouvez pas faire votre alcool, c'est fini ce temps-là. Alors qu'avant, les gens avaient le droit de bouillir, c'est fini. Oui, alors Michel, comment ça, potager interdit Non, les potagers sont pas... Enfin, il y a eu une information qui a circulé à un moment, donc qui a été démentie. On avait dit que c'était une hoax, mais visiblement, oui, il y avait une certaine loi au niveau de l'Union européenne qui s'était adoptée par rapport au potager personnel. Yannick, quand tu me confirmes. En fait, c'était une déformation d'une nouvelle qui était vraie, et les gens ont extrapolé au potager privé. C'était un problème de graines. Il est vrai que les paysans n'ont le droit d'utiliser que des graines qui sont dans un catalogue et qui sont la plupart du temps brevetées et qui doivent acheter une année sur l'autre. Ils n'ont pas le droit de faire leurs graines. Et ça avait été étendu par des gens qui étaient inquiets. Donc il y a des gens qui s'inquiètent, puis d'autres qui disent que c'est vrai, et puis petit à petit la rumeur enfle, comme souvent. Et c'était cette rumeur qui avait été propagée faussement au potager privé. Les potagers privés ne sont pas interdits. Les potagers privés peuvent cultiver toutes les graines qu'ils veulent. Par contre, il y a des graines qu'on n'a pas le droit de vendre. Si vous échangez des graines, vous faites ce que vous voulez. Par contre, on ne peut pas les vendre et les acheter. D'accord, merci. Arek, bonsoir à toi. Première fois sur le Mumble. Consommation de personnel, je crois que c'est 3 pieds de tabac par personne. Bon, faudra vérifier. Je crois que c'est l'ancien temps, ça. Je pense que c'était comme l'alcool dans le temps. Je crois que c'est l'ancien temps. Je crois que ça n'existe plus. On pourra vérifier effectivement, mais il est hors de question que vous fassiez vos cigarettes et que vous les vendiez dans votre village. Ok, merci Yannick. Bon, on avait fait un petit point sur le tabac, sur le Brexit. On peut passer à la Catalogne. Alors, on va parler de la Catalogne. Alors, les résultats des élections du 21 décembre ont provoqué un séisme. Les manœuvres procédurières de Martino Rajoy n'ont servi à rien. Il vient de prendre une claque monumentale et sans précédent. La participation aux élections a été très élevée, au-dessus de 82%. Les fois d'avant, c'est 75%. Les 3 listes indépendantistes ont obtenu 70 sièges sur 135, soit 2 de plus que la majorité absolue. 34 pour le parti de Puigdemont. L'argument comme quoi Puigdemont n'aurait pas respecté l'avis de la majorité vole en éclats. Donc tout l'argumentaire de Rajoy vole en éclats. Le parti de Rajoy fait autour de 4%, alors que la campagne électorale s'est déroulée sans aucune ambiguïté sur le thème de l'indépendance. Donc c'était bien la position de Rajoy contre la position des indépendantistes. Le parti unioniste Ciudadanos, qui veut dire citoyen, arrive en tête des suffrages. Il a obtenu 37 sièges, mais les autres forces unionistes ont fait de piètres scores. Le parti populaire du chef du gouvernement Mariano Rajoy n'a obtenu que 3 sièges. Et donc les unionistes n'ont pas assez de sièges pour pouvoir prendre la majorité. Donc les indépendantistes ont jusqu'au 23 janvier pour se mettre d'accord et élire un président de leur camp. La majorité est courte, la majorité est de 2 sièges. Donc si le 23 janvier ils ne se mettent pas d'accord, qu'ils n'ont pas un élu chef de leur coalition pour prendre la tête du truc, les élections seront en fait. Alors Martino Rajoy a prévu d'annuler la mise sous administration directe imposer à la Catalogne, quel que soit le résultat du scrutin, enfin il avait promis, mais indiqué qu'il pourrait l'instaurer à nouveau si le nouveau gouvernement catalan cherche l'indépendance de façon illégale. Carles Puigdemont reste accusé de sédition et risque d'être arrêté s'il rentre chez lui. Donc s'il rentre à Barcelone comme chef de la coalition, 2 cas de figure, il est mis en prison, il devient un martyr. Deuxième cas de figure, il obtient que Rajoy discute de l'avenir, et dans les 2 cas il a gagné. Dans le premier cas il devient martyr. Dans le deuxième cas, Rajoy le reconnaît comme le chef de l'opposition des indépendantistes. Donc dans tout, il est en position de force. Pour l'instant, il est toujours à Bruxelles, avec 5 de ses anciens ministres régionaux. L'ancien vice-président du gouvernement de Catalogne, Oriol Junqueras, et plusieurs autres dirigeants catalans sont en détention provisoire, ainsi que les chefs des 2 principales associations séparatistes. Donc ce qui veut dire que donc tout ça pour sédition et rébellion. Ils ont voulu leur mettre sur le dos les violences et tout ça, alors qu'il n'y a eu aucune violence et que les violences venaient du camp d'en face.
Alors, Puigdemont a proposé à Rajoy une rencontre pour discuter dans n'importe quelle ville de l'Union européenne hors de l'Espagne, parce qu'il sait qu'il va se faire arrêter. Et Mariano Rajoy a répondu en refusant indirectement, en disant juste, c'est-à-dire qu'il n'a même pas cité Puigdemont dans son discours, en disant juste qu'il ne veut discuter qu'avec le parti unioniste qui est arrivé premier en voix, mais ce parti ne peut pas gouverner faute de majorité. Donc le Premier ministre fédéral ne veut connaître que les opposants en refusant les conclusions issues des mécanismes de la Constitution. Donc en tant que Premier ministre de l'Espagne, son comportement est anticonstitutionnel. Donc pour la même chose que Puigdemont, il faudrait le mettre en prison. Alors tout ce qu'on peut dire, c'est que l'histoire n'est pas terminée et que ça va chauffer encore pas mal dans ce coin-là. Alors il y a eu quelques événements collatéraux. Ce climat régionaliste encourage les plus extrémistes à sortir du bois. Par exemple, dans Du bonheur d'être breton, livre de 77 pages chez Équateur Éditions, Gilles Martin Chauffier annonce que les régions vont prendre leur revanche sur les nations, bien aidées par l'Europe. Quelques citations de ce livre ou d'une interview du monsieur, il y a les deux. Les grandes régions vont vouloir prendre leur indépendance, c'est le sens de l'histoire. Aujourd'hui c'est la Catalogne, l'Écosse, la Flandre, demain ce sera le tour de la Corse, on a d'ailleurs vu les résultats électoraux, de la Sardaigne, et je suis convaincu que l'Union européenne va aider ce mouvement. Il dit aussi, la Bretagne finira par demander son indépendance, même si finalement elle est tombée amoureuse de la France, car on ment en français. Les Allemands de Bavière savent très bien qu'ils n'ont pas une histoire commune avec l'Allemagne, les Italiens de Florence savent qu'ils ne sont pas des Italiens comme les autres, ils ont leur propre histoire. Les Bretons, les Basques, les Corses, les Alsaciens ont eu de très longues histoires personnelles, or ils ne le savent pas, c'est tout le travail de Michelet qui a écrit et inventé une histoire de France complètement fausse, et les gens y ont cru. Plus loin, si la Bretagne ou autre région devient indépendante, quand cela se passera, la nouvelle capitale sera Bruxelles. C'est aussi simple que cela. Au lieu d'une Europe à 27, ce sera une Europe à 60. Bruxelles sera l'interlocuteur unique. D'ailleurs, c'est déjà un peu le cas, puisque l'Europe décide de presque tout. On le voit sur le glyphosate, les migrants, etc. Bruxelles décidera comment ces nouvelles régions s'organiseront. Prenez la France en 1200. Paris ne fait pas la loi. Peu à peu, les villes comme Rouen ou Toulouse ont perdu leur apanage. Le pouvoir est passé à Paris et la France est devenue centralisatrice. Dans 30 ou 40 ans, ce sera la même chose avec Bruxelles. Plus loin encore, pour mieux régner, Bruxelles divisera, car les vieilles régions seront plus manipulables que les grandes nations actuelles. Et dans la fin de son interview, il dit « La Commission de Bruxelles se bat désespérément pour augmenter son pouvoir. Plus les nations sont faibles, plus elle a une chance d'avoir une meilleure emprise sur les pays. C'est comme les rois de France de l'an 1000. Elle a pour l'instant le pouvoir symbolique, mais ce sont les barons, ici les nations, qui exercent le pouvoir. Si Bruxelles veut une armée européenne, il faut que celle de la France soit dissoute, et c'est comme ça dans tous les domaines. » Donc voilà l'état d'esprit des fédéralistes fous, les extrémistes européistes, ceux qui pensent que l'Europe ne se fera que par les régions, au détriment des États, c'est-à-dire qu'il faut dissoudre les États-nations pour que les régions prennent le pouvoir. Et il faut être bien conscient que derrière les mouvements séparatistes, il y a ces gens-là. Alors, ils ne sont pas en tête de gondole comme Juncker et tout ça, parce qu'ils ne peuvent pas le faire, mais ils sont par derrière, et c'est des gens qui aident, qui donnent des moyens, qui donnent de la logistique, et ce sont qui organisent. Donc il faut savoir qu'il y a toute une frange cachée pour l'instant, de moins en moins cachée, de régionalistes européistes. Et on va en voir un cas particulier, qui est un cas français, le cas corse. Le 10 décembre 2017, la coalition nationaliste a récolté plus de 56% des voix et prend la tête de la nouvelle Assemblée unique de Corse, au 1er janvier. Bien que cette coalition rassemble plusieurs tendances du mouvement national, des plus radicaux aux plus modérés, tous partent du postulat qu'il y a un peuple et une nation corse qui ont droit à la reconnaissance et à l'exercice de certaines formes de souveraineté, de l'autonomie de plein exercice, jusqu'à l'indépendance. Il faut souligner, ce qui est passé inaperçu, que la coalition nationaliste au pouvoir depuis décembre 2015 s'est montrée bien plus active et intéressée à prendre place en Europe que les forces politiques traditionnelles du passé. C'est ainsi que les liens permanents étaient tissés avec la Sardaigne voisine, les Baléares, la Toscane, la Catalogne, le Pays Basque, mais aussi la République de Malte, quand l'archipel a présidé l'Union européenne. Juste pour l'anecdote, localement en Alsace, les indépendantistes alsaciens ont pris contact avec les Bretons et les Corses, et ils ont fait une espèce d'association tri-région qui rassemble les Corses, les Alsaciens et les Bretons. Et c'est des gens qui sont européistes. Yannick. Oui. Oui, excuse-moi. Alors, ça répond pas au fil rouge qu'on a depuis le départ. Hein. On traite ce sujet de la Catalogne.
Et on se posait la question, est-ce que c'était pour ou contre, en faveur ou non aux intérêts de l'Union européenne? Alors c'est totalement en adéquation et en faveur de l'Union européenne. L'Union européenne, il y a plusieurs couches, il y a plusieurs clans, il y a plusieurs tribus. Et vous verrez à la fin le point historique là dans quelques phrases. Il y a les politiques et les élus et les administratifs actuels qui sont à la Commission européenne et tout ça. Ce sont des gens qui ont un comportement public qui est différent de leur comportement privé. Vous pouvez voir ça dans le dernier livre de Varoufakis qui s'appelle Conversation entre adultes, si je me rappelle bien, où il montre la différence des politiques Moscovici, Sapin et tout ça en privé et leur comportement en public. Donc, les gens de l'Union européenne ceux qui sont en charge actuellement, ne montreront jamais qu'ils sont pour les régions contre les nations. Mais il existe des couches enterrées, les gens qui œuvrent effectivement à l'avenir de l'Union européenne de façon efficace, qui eux sont pour la mort des États-nations. Parce qu'ils savent qu'avec les États-nations, ils n'iront pas au fédéralisme comme ils voudraient le faire. Et il n'y a que par les régions qu'ils iront au fédéralisme. Donc il y a plusieurs couches. Donc il y a le côté officiel, il y a le comportement officiel public, il y a le comportement officieux, et après, il y a les couches enterrées. Il y a l'État profond, au sens l'État européen profond, qui pousse pour que les États-nations explosent. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir plusieurs lectures et plusieurs visions des choses. Mais le régionaliste lui-même, le Corse ou le Breton, qui arrive in fine à avoir son indépendance, il va se retrouver berné. Écoute juste la suite. Écoute la suite. Le président du Conseil exécutif, Gilles Simeoni, a vu d'ailleurs son engagement européen récompensé par son élection début 2017 à la présidence de la Commission des îles de la Conférence des régions périphériques et maritimes de l'Union européenne. C'est une conférence des régions qui est extrêmement efficace et qui a beaucoup de poids. Les contacts et visites avec Bruxelles sont également multipliés. Ça, on ne l'a pas su. Personne ne nous le dit que Simeoni, il est en contact avec Bruxelles et qu'il est en visite directement. On peut donc considérer que l'Europe est devenue partenaire de la Corse et sera invitée indirectement dans le nouveau rapport de force qui va s'établir avec Paris. Il faut se souvenir et garder en mémoire la célèbre phrase de Jean Monnet. Écoutez bien, nous ne coalisons pas les États, nous unissons les peuples. Les peuples corses, catalans, plus tard bretons ou alsaciens, nous le rappellerons. C'est-à-dire que voient l'union comme une union des peuples. Et comme ils se considèrent comme des peuples, les atomes de cette coalition, c'est eux. C'est pas les États-nations. Et en fait, c'est exactement ce que voulait Jean Monnet au départ. C'est-à-dire qu'il voulait unir les peuples. Et il s'appuie sur les peuples, qu'ils soient fantasmés ou réels, les peuples corses, bretons, basques, alsaciens, catalans. C'est ça qui va faire avancer l'Europe au sens des fédéralistes. En fait, l'Europe des régions existe déjà. Elle a une forme constitutionnelle avec le Comité des régions, instance consultative composée de 350 représentants de régions et collectivités locales. Elle a été dotée depuis le traité de Lisbonne d'un droit de contrôle de la subsidiarité qui lui confère un statut proche de celui d'une vraie institution. Le comité des régions, en effet, peut agir au nom d'une région d'un pays, de l'UE, disposant déjà d'une autonomie de plein exercice. Si une région autonome de plein exercice estime que l'Union européenne, par ses lois ou actes, outrepasse ses prérogatives en agissant dans ses domaines de compétences, la Cour de justice peut être saisie par le comité des régions, agissant au nom de cette ou de ces régions. Donc vous voyez que les régions ont déjà beaucoup de pouvoir. On peut citer aussi l'exemple des régions autonomes des Açores et de Madère du Portugal, qui ont la capacité de transposer directement des lois européennes dans leur législation, sans passer par le Parlement de l'État national, quand elles relèvent des sujets de leurs compétences. C'est-à-dire qu'on a des régions en Europe qui font leurs lois locales sans passer par l'État-nation. Et bien ça, je suis désolé, mais c'est une fédération de régions. Donc ce qui veut dire que quand on regarde le régionalisme et ce qui se passe actuellement en Catalogne, en Corse, mais qui va se passer dans d'autres régions. Vous allez voir, dans les mois ou les années qui viennent, il y a des bombes à retardement partout en Europe. Alors, est-ce que c'est bon pour les Européens, les européistes, les anti-européens? Je ne peux pas le dire pour l'instant. Est-ce que ça va créer une nouvelle Europe fédéraliste ou va faire exploser l'Europe actuelle? Est-ce qu'on va passer d'une Europe des nations qui va exploser pour aller vers une Europe des nations? Je ne peux pas vous le dire. Mais en tout cas, il y a en dessous des choses qui sont en train de bouillir et qui risquent de faire exploser la marmite. Oui, quoi de mieux qu'une putréfaction et une dislocation de tous les pays pour avoir davantage de pouvoir? Oui, c'est dans la tête de certains, c'est ce qu'ils veulent. Dans la tête de certains, c'est ce qu'ils veulent. Alors, Johanna, oui.
Alors Joanna du 81 qui disait si les États indépendants disposaient de leur propre banque, est-ce que cela ne pourrait pas favoriser les populations de ceux-ci? Enfin, faut-il que ce soit possible et envisageable pour l'UE au sein de l'UE? Donc, alors c'est pas leur propre banque parce qu'ils l'ont déjà, c'est leur propre monnaie, mais ils veulent pas revenir en arrière. Et si on a une monnaie dans chaque pays, mais que la classe politique n'est pas apte à l'utiliser pour son propre pays et son peuple, c'est-à-dire, il faut bien le dire, se mettre en concurrence avec les autres monnaies, ça n'avancera jamais. C'est pas tellement la banque et la monnaie qui compte, c'est le fait de vouloir et avoir la volonté de la mettre en concurrence, c'est-à-dire avoir des taux de change flottants avec les autres pays. Donc ça veut dire la concurrence. On est loin pour l'instant, dans la classe politique actuelle, disons, au gouvernail ou autour, on est très loin de ça. Hein. On est très loin de ça. Oui, Fab Le Biette sur Facebook qui disait c'est une nouvelle manière de diviser pour mieux régner, ouais, effectivement. Alors on avait aussi une réaction encore une fois, cette fois de Olivier Godin B qui disait encore un peu trop fort le micro, donc si on peut baisser encore un tout petit chouïa sur Explit, ça sera super après au niveau des réglages, je pense Yannick. C'est bon, pareil, hein, quand ça arrivera jusqu'à eux, ils me le diront. Ok, ouais, super, bah ouais, et puis sinon on peut passer aux indices du bordel ambiance et on n'a plus trop de réactions par rapport à ce sujet. Alors, je vous ai mis une image, je vais enlever ma trogne. Donc, je vous ai mis une image, un sondage encourageant qui a été fait en Italie. Je vais vous mettre la page web du sondage aussi. Alors, l'euroscepticisme en Italie, d'après une étude de Benson Strategy Group, 51% des personnes de moins de 45 ans se disent favorables à une sortie de l'Union européenne. Donc, les jeunes sont beaucoup plus critiques que les vieux qui ont cru au rêve européen. Et donc, la pyramide démographique aidant, si la tendance continue, ces gens-là vont devenir forcément majoritaires aux élections. Et donc ça veut dire que la tendance, sauf renversement, la tendance est bonne pour les gens qui sont contre l'Union européenne. Alors je vous montre le site web. Donc ça c'est le site web du journal, je pense. Alors attendez, parce que faut que je lâche contrôle pour zapper un peu. Alors, les résultats de l'enquête, hein, je vous ai mis sur l'image tout à l'heure, donc on voit que les jeunes sont plus pessimistes, les jeunes sont contre l'Union européenne. Enfin voilà, les jeunes ont une vue négative de la vision de l'Union européenne. Donc, ça veut dire que l'état d'esprit de la population, du corps électoral est en train d'évoluer et que les gens sont de plus en plus critiques. Donc, ça veut dire que l'avenir va aller certainement, quand on regarde la pyramide des âges et un sondage comme ça, on peut s'apercevoir que la partie qui vote pour l'Union européenne est en train de partir dans les âges élevés et vont petit à petit disparaître par la nature des choses et vont être remplacés par des gens qui sont contre l'Union européenne. Donc on peut imaginer que dans les années qui viennent, les choses vont évoluer en Italie. Il y a des chances que ce soit la même chose dans d'autres pays. Alors on va parler d'une nouvelle loi en Grèce. Alors, le 14 décembre 2017, les salariés du secteur public descendent dans la rue en Grèce pour protester contre les nouvelles mesures d'austérité. Ils reprochent notamment au gouvernement la mise aux enchères électroniques des résidences principales pour dettes envers l'État. C'est-à-dire que les gens qui ont des dettes envers l'État ont leur maison qui est saisie, et cette maison est mise aux enchères par l'intermédiaire de sites web. Et donc, voilà, les banques, les assurances, les gens riches peuvent racheter des maisons à vil prix. Alors, l'un des mots d'ordre principaux du candidat Alexis Tsipras en 2015 était « pas une seule maison aux banquiers ». La loi, de fait, protégeait les résidences des chefs de famille si leur valeur n'excédait pas 300 000 €, assurant par là les couches les plus défavorisées, et surtout la classe moyenne actuelle laminée, d'une saine sécurité. Mais les créanciers du pays ont fait de ces mises aux enchères une condition sine qua non, entre autres, pour donner le feu vert de la prochaine tranche de prêt dans le cadre de ce qui fut convenu de nommer les réformes économiques du pays. Donc, en fait, la promesse de Tsipras n'a pas été tenue, et donc Alexis Tsipras a dû lâcher prise. Les premières mises aux enchères ont eu lieu, malgré la forte résistance des Grecs. On a ainsi vu ces derniers investir les tribunaux et se battre au corps à corps avec la police.
Les notaires chargés de surveiller la procédure étaient évacués par les forces anti-émeutes à coups de gaz lacrymogène, et ce pendant des mois. Alors, pour éviter les émeutes, ils ont fait deux choses. Ils ont mis les ventes aux enchères sur Internet, donc complètement dématérialisées, et ils ont voté une loi spéciale qui a été votée le 21 décembre 2017. Cette loi dit 6 mois de prison ferme à quiconque voudrait essayer d'empêcher le déroulement de la mise aux enchères des 200 000 maisons grecques. Donc un grec qui manifesterait contre ces votes aux enchères ira en prison pour 6 mois directement. Donc voilà à quoi mène l'austérité européenne à tout prix, des lois de ce type-là qui sont complètement folles. Alors, les charrettes de Sofia. Sofia, la capitale bulgare, se fait belle pour sa première présidence du Conseil de l'UE et va retirer de la circulation les charrettes à cheval qui rappellent que le pays est le plus pauvre de l'Union. Ces charrettes sont généralement l'outil de travail des communautés les plus indigentes de la capitale, souvent des Roms, qui pratiquent la récupération de matériaux et objets usagés, ou simplement qui font du transport de charbon, ou des choses comme ça. Leur nombre est estimé à 400 à Sofia, une ville de 1,4 million d'habitants. Les charrettes ne peuvent théoriquement circuler que dans les quartiers périphériques, mais il n'est pas rare d'en croiser en centre-ville. Pour éviter cette vision jugée archaïque aux délégations européennes, la ville s'apprête à durcir la répression contre ces véhicules et leurs propriétaires. Monsieur Slavtchev, conseiller municipal, dit « La sanction sera non seulement une confiscation des charrettes, facile à appliquer, mais aussi des animaux. Les charrettes créent un risque important d'accident et salissent les rues. Elles ne sont autorisées dans aucune capitale européenne, sauf pour les loisirs. Important, sauf pour les loisirs. Cette prohibition est un coup dur pour les propriétaires de charrettes. Il faut savoir que pour beaucoup de familles roms, la charrette immobile est le seul moyen d'existence. Alors il faut bien noter que ce qui est accepté pour les loisirs des riches, les calèches romantiques, les gardes à cheval dans les parcs et les villes, les loisirs bourgeois, est combattu durement quand c'est pour le travail des pauvres. Et ça, sous la pression de l'Union européenne. Donc on peut prédire des lasagnes améliorées dans les prochains temps. C'est hypocrite, cynique et vomitif. C'est l'Union européenne. Nous allons parler un petit peu de Sébastien Kurz. D'après sa tournée d'allégeance bruxelloise de la semaine dernière, que je vous avais relatée, le chancelier autrichien Kurz prend ses premières positions. Je vous rappelle, la semaine dernière, il a fait le tournée des 3 principaux présidents des institutions en leur disant « Ne vous inquiétez pas, nous sommes pro-européens ». L'Union européenne étant très inquiète de voir arriver des gens d'extrême droite, de droite dure et d'extrême droite dans le gouvernement autrichien, en sachant que l'extrême droite a pris quasiment la moitié des ministères et 3 des ministères régaliens. Et dans l'accord de coalition entre l'extrême droite et la droite dure, il est écrit que l'extrême droite ne demanderait pas la fin de l'appartenance à l'UE. Mais pour ça, la droite a dû faire d'énormes concessions et on commence à les voir arriver. Donc dans une interview donnée au journal allemand Bild, Sebastian Kurz envoie un avertissement tant à la chancelière germanique qu'au reste de l'Union européenne. Il dit « Forcer les États à prendre des réfugiés ne fera pas avancer l'Europe ». Il s'oppose ainsi frontalement à la répartition actuelle des migrants au sein de l'Union européenne. Voilà Angela Merkel très officiellement prévenue, sa politique d'ouverture aux réfugiés est plus que jamais dans le viseur de son voisin autrichien. Le groupe de Visegrad, qui regroupe la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Hongrie, renforce ainsi sa position commune dans son refus d'accueillir des réfugiés avec un nouvel allié, donc l'allié autrichien. Lors du dernier Conseil européen en décembre, le 28 se sont donné 6 mois pour trouver un compromis dans ce dossier brûlant. Donc vu les positions dures du groupe de Visegrad plus l'Autriche, il y a de chances que ce compromis sera très très difficile à trouver, et donc ça va être très très chaud. Alors, petite citation. Dimitris Avramopoulos, commissaire européen chargé de l'immigration, parle des projets de l'UE en la matière. Il ne met pas de gants pour faire passer la pilule. Écoutez bien, et je vais vous la lire 2 fois, parce que ça, c'est quelque chose d'assez... c'est un commissaire européen, donc quelqu'un qui est en charge, officiellement, et en charge du dossier. Il dit « Nous ne pouvons pas et ne pourrons jamais arrêter l'immigration. Programmer les Européens à l'accueil de l'immigration de masse est non seulement un impératif moral, mais aussi un impératif économique et social pour notre continent vieillissant, et l'un des plus grands défis dans l'avenir proche. Il ne faut pas voir l'asile comme un moyen d'offrir un répit temporaire à la guerre, mais plutôt comme une autre méthode de transplantation permanente des populations du tiers-monde dans les pays de l'Union européenne. La seule façon de rendre nos politiques d'asile et d'immigration pérennes, c'est de commencer par changer collectivement notre façon de penser. Aucun coin de l'Union européenne ne pourra échapper à l'immigration de masse. Je vous relis ça une 2e fois. Nous ne pouvons pas et ne pourrons jamais arrêter l'immigration.
Programmer les Européens à l'accueil de l'immigration de masse est non seulement un impératif moral, mais aussi un impératif économique et social pour notre continent vieillissant, et l'un des plus grands défis dans l'avenir proche. Il ne faut pas voir l'asile comme un moyen d'offrir un répit temporaire à la guerre, mais plutôt comme une autre méthode de transplantation permanente des populations du tiers-monde dans les pays de l'Union européenne. La seule façon de rendre nos politiques d'asile et d'immigration pérennes, c'est de commencer par changer collectivement notre façon de penser. Aucun coin de l'Union européenne ne pourra échapper à l'immigration de masse. Quand un commissaire européen en charge nous dit ça, c'est que les dossiers, les projets sont déjà fortement implantés. Quand on sait l'opposition des pays de la frange Est de l'Union européenne à ce projet-là, ça veut dire que la guerre va être déclarée, et la guerre va être très dure entre les immigrationnistes et les anti-immigrationnistes. Parce que là, c'est plus des réfugiés, là. Il nous dit bien que c'est plus des réfugiés. Là, il nous dit bien que c'est la construction des futures populations européennes qui va se faire avec la transplantation définitive des populations du tiers-monde. C'est clair, net, précis, il n'y a plus aucun doute. C'est maintenant dit officiellement par une personne en charge. Je doutais jusqu'à maintenant, je ne doute plus. Je m'excuse auprès des personnes qui ont cru que j'étais naïf, mais maintenant c'est écrit, c'est dit et c'est dans le dur. C'est extrêmement grave à mon avis. Et ça, c'est sous la poussée des Allemands qui ont besoin démographiquement de 1 million d'immigrés par an pour faire tourner leur économie et faire tourner surtout leur retraite. Et sinon pas ces gens-là, l'Allemagne va s'étioler, son économie va s'étioler dans les années qui viennent, petit à petit, parce qu'il n'y a plus de travailleurs en Allemagne pour prendre la relève du fait de la démographie. Il faut savoir que le nombre de maisons vides en Allemagne augmente très vite, parce qu'il n'y a plus personne pour les habiter. Ben voilà ce qui va arriver. L'Allemagne la population allemande va être remplacée petit à petit par des populations du tiers-monde, et c'est écrit, c'est dit par monsieur Dimitris Avramopoulos. C'est grave aussi dans le sens où il avoue en filigrane qu'ils ont tout intérêt à continuer les guerres au Moyen-Orient et dans d'autres pays de ces fameux pays des tiers-monde, que les conflits sur place les arrangent, car s'il n'y avait pas tous ces conflits, on n'aurait pas autant d'immigration. Alors c'est pas dit comme ça, personne ne l'avouera. Le jour où ils vont l'avouer, ça sera dramatique, personne ne dit ça. Mais les conséquences sont celles-ci. Parce que de toute façon, sont celles-ci, parce qu'il parle même plus de, comme il dit que c'est plus un asile, un répit temporaire. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a même plus besoin de guerre, puisque ce n'est plus un moyen d'asile, ce n'est plus un moyen d'offrir un répit temporaire à la guerre. Donc il n'y a plus besoin de guerre, puisque même sans la guerre, il a dit qu'il faut faire venir les populations sans la guerre. Il faut faire venir les populations et les implanter définitivement. Donc au contraire, il dit qu'il n'y a plus besoin de guerre pour faire venir les gens. Ce qui est dramatique, ce qui est fou. Oui, mais quel intérêt ont ces mêmes populations à traverser des océans, des mers et des États-nations qui ne leur sont pas favorables pour autant finir dans des camps. L'argent, mais il n'y a plus d'argent en Europe. Il y en a pour eux. Il y en a. Tu sais, quand les gens gagnent 1 euro par semaine ou 1 euro par jour, il va y avoir assez d'argent. Ces gens-là voient. Je dis pas qu'il y a de l'argent. Il y a la promesse de l'argent, la promesse de la vie meilleure. Actuellement, j'ai entendu depuis une semaine, j'écoute France Inter, France Culture, là je bricolais, donc j'avais tout le temps la radio. Alors je vous ai démontré il y a quelques semaines que c'était complètement faux. Ce qui revient souvent dans la bouche de Chavagneux, dans la bouche des gens de gauche plutôt, c'est que les gens qui viennent, les réfugiés qui viennent, qui ne sont plus des réfugiés, d'ailleurs la plupart sont des immigrés, ont un niveau d'études supérieur aux Français de la même catégorie. Ce qui est faux, on a montré l'autre fois que c'était complètement faux. Je veux dire, la plupart, en grande partie, ces gens-là sont illettrés. Il y a quelques diplômés, petits diplômes, il y a quelques hauts diplômes, mais c'est anecdotique. Et actuellement, c'est quelque chose qui revient sans arrêt. Je l'ai entendu au moins 400 fois cette semaine. Donc c'est la future attaque, mais vous vous rendez compte, on a la chance que les gens qui choisissent notre pays sont des gens diplômés, plus diplômés que vous. Et on va faire culpabiliser les gens puisqu'on ne veut pas accueillir des gens qui sont plus diplômés qu'eux. Ce qui est faux, ce qui est complètement faux. Hein. Mais c'est l'attaque actuelle. Ouais, donc il faut s'attendre à ça. La théorie du grand remplacement prend un coup de boost, si ce n'est marque énormément de points d'un coup. On a Isabelle Corrado du 89 qui disait alors la robotisation, d'après les Échos, va supprimer à peu près 800 000 emplois, mais malgré le chômage et la pauvreté grandissante en France, il faudra faire venir 3 ou 4 millions d'immigrés. Donc voilà, là on reprend des avis contradictoires.
faire venir des immigrés, mais ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a des gens qui défendent ça depuis longtemps, ça a déjà été appliqué en France, il y a les deux mamelles de l'immigration voulue, c'est augmenter les travailleurs qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, et quand ces gens-là ne gagnent pas beaucoup d'argent, les travailleurs français sont obligés de fermer leur gueule, et ça a été fait dans les années 70, en plusieurs vagues, et ça a été fait par le patronat, d'accord, ça a été fait volontairement par le patronat, parce que les salaires augmentaient trop vite chez les Français. Et deuxièmement, c'est construire une base sociale qui paye des cotisations pour payer les retraites des gens plus aisés et plus anciens du pays en question. Et ça, c'est ce qui est tenté en Allemagne actuellement. En France, c'était plutôt le côté bas salaire. En Allemagne, c'est le côté base sociale pour cotiser. Ouais, tu parles du dumping social, c'est ça, dans le premier cas? Oui, enfin, son dumping de salaire, pour moi, c'est simplement une main-d'œuvre bon marché, voilà, qui n'a pas le droit de râler, sinon on les remet dans l'avion. Ce qui a été fait avec les Algériens, les Marocains et les Tunisiens, un peu l'Afrique noire, dans les années 70. Ça a commencé fin des années 60, début des années 70, et il y a eu une deuxième vague après. Tous les gens, enfin, tous ceux qui viennent de là-bas, qui habitent Mulhouse, qui habitent l'ouest de Paris et tout ça, viennent de ces périodes-là. Hein. Et ce qu'on appelle les deuxième et troisième générations sont les enfants des gens qu'on a fait venir dans ce cadre-là. Donc on a d'abord fait venir les travailleurs, après on a fait le regroupement familial, et ces gens-là sont restés des ouvriers. D'ailleurs, vous savez qu'il y a des procès actuellement avec la SNCF, parce que ce sont des gens qui n'ont jamais été augmentés, qui n'ont jamais été promus, qui n'ont jamais eu de formation continue, et qui sont restés au salaire le plus bas toute leur vie. Et la SNCF va être punie parce qu'elle a traité ces travailleurs-là différemment des travailleurs français. Ouais, bienvenue dans un pays mondialisé. Jean Dutronc qui disait c'est pas si fou, c'est un bon moyen de pression sur les pays d'origine quand on parlait de la robotisation et des pertes d'emploi, du chômage, hein, bien évidemment, comme le disait Étienne Chouard, hein, ce chômage, l'UE en a besoin. Isabelle Corrado qui te demandait, alors Yannick, c'est une pyramide de Ponzi en quelque sorte? Bah oui, de toute façon tout ça c'est un édifice instable qui un jour va se casser la figure. Parce qu'on ne peut pas déstabiliser les pays de départ. Hein, les pays de départ vont plus avoir d'intellectuels au sens général. Hein. Les pays d'arrivée vont être déstabilisés socialement, culturellement et au sens du marché du travail. Et quand on déséquilibre quelque chose, à un moment, il y a une tension qui se crée. Et les tensions, quand elles se résorbent, ça fait des dégâts. Ça dégage de l'énergie de la tension. Et cette énergie, il faudra qu'elle se libère. Alors, est-ce qu'elle se libérera par du terrorisme? Est-ce qu'elle libérera par des émeutes? Est-ce que ça libérera par de l'immigration encore plus massive parce qu'on a promis beaucoup aux gens? On ne sait pas. Mais dans tous les cas, quand on déséquilibre un système et qu'on crée des tensions, le jour où la tension pète, toute l'énergie est libérée. Et celle-là, c'est sûr et certain qu'on est en train d'accumuler cette énergie, qu'elle soit sociale ou politique. Cette énergie est en train de s'accumuler, un jour elle va exploser. Oui. Arek qui disait plus besoin de guerre dans leur pays, c'est déjà en ruine, il n'y a plus rien. Effectivement, donc dans certains pays c'est très problématique. Bon, ok, sujet pas très très gai hein, pour ces périodes de fête, mais ma foi, il fallait bien passer l'actualité en revue, sachant que si on allume TF1 ou France 2, on se retrouve un petit peu sur le bord de la route. Surtout en ce moment, ils ont l'air de répéter en boucle les mêmes histoires. Donc, merci à toi Yannick. On va finir par une petite. Avant-dernier point, une petite vidéo. Alors, je vous l'envoie sur Mumble. Je vous l'envoie sur Mumble sous forme de lien. Sur Facebook, vous allez avoir sous forme de vidéo. Je vais essayer de la mettre pleine page. Et vous me direz, je vais laisser se dérouler. Je dirai rien. Ça dure 1 minute 06. Et on en reparle après. Ah oui, à ne pas louper. Merci Yannick pour ce petit bonus. Zu uns, Herr Juncker. Herr Juncker. Guten Morgen, Herr Juncker. Uno che passa dietro, guarda.
Guten Morgen, Herr Juncker. Kommen Sie noch mal kurz zu uns, bitte. Nur dann. Danke, Herr Präsident. Bon, alors ça rame un petit peu, Yannick, visiblement sur Facebook. Sur Facebook, Oui. il y a un peu de lag. Bon, voilà, je pense que les gens bon. ont globalement compris. Hein. Bon, Voilà, alors. Juncker avec 3 grammes. Si quelqu'un me dit que Juncker est à jeun, là, je ne peux pas le croire. Je veux dire, ça, c'était le 24 décembre. Il y a d'autres vidéos à d'autres moments au cours de l'année. Il est très, très souvent dans cet état-là. Je veux dire, c'est honteux. C'est honteux, c'est même dangereux. Et alors, heureusement qu'il n'a pas le bouton nucléaire, ce monsieur. Mais je pense que ça arrange les pays, le Conseil européen, de laisser une marionnette comme ça à la tête de l'Union européenne, parce que c'est pas possible. Je veux dire, comment voulez-vous qu'il travaille, comment voulez-vous qu'il soit efficace, comment voulez-vous qu'il ne fasse pas de conneries, et c'est la honte totale. Je veux dire, vis-à-vis des puissances étrangères, des pays, des populations, c'est complètement fou. Je veux dire, comment on peut laisser ça en place, quoi. Ah oui, effectivement. Et il y a d'autres images que celles-ci qui sont encore plus éloquentes, où on le voit, je crois, en intérieur, où on voit l'état déplorable dans lequel il est. C'est la perversion c'est la dépravation des élites perverties, ma foi. Voilà, bon. Mais c'est assez marrant et assez comique. C'est un petit bonus qui fait plaisir, qui nous fait un peu sourire, même si c'est à la fois tragique, comme le disait Yannick. MDR, Jean Dutrande, qui disait: moi aussi, je boirais si j'étais à la tête de l'UE, lol. Ouais. Bon, pourquoi pas, mais après, il y a quand même de grosses fonctions. Comme tu disais, heureusement qu'il n'a pas le bouton de l'arme nucléaire, Yannick. Oui, c'est heureusement, mais il en a malheureusement d'autres, et il peut faire beaucoup de dégâts, ce monsieur. Alors, on va terminer avec le journal Ipso Facto Europa. Alors, j'ai travaillé dur pour vous. Le numéro 7, celui de décembre, est disponible. Je pensais le faire en fin de semaine, mais je l'ai fait cet après-midi. Donc, le numéro de décembre est disponible. Donc, vous allez voir... Et en plus, le site web de lesclés de l'Europe .fr a été modifié, de telle façon qu'ils sont tous en ligne directement. Alors, le lien, je vais vous envoyer le lien. Je vais vous envoyer toujours le même lien, je groupe tous les numéros. Alors, pour ce qui est... Vous attendez 2 secondes, Mumble, vous allez voir le lien. Alors, c'est envoyé aussi sur Facebook, là, dans la seconde. Sur Facebook, si vous voulez vous procurer donc le journal eurosceptique, faussement pro-euro, ipso facto. Vous avez tous les exemplaires qui sont parus jusqu'ici. Super, merci Domenico. Alors, vous voyez, donc j'ai envoyé sur Mumble le lien de l'onglet du site Les Clés d'Europe, dans lequel vous avez tous les numéros, et vous avez, pour les gens qui ont la vidéo, vous avez directement le site des Clés de l'Europe. Vous avez vu qu'on a rajouté un onglet, et donc en fait tous les journaux sont disponibles. Alors je suis obligé de lâcher le contrôle. Donc tous les journaux sont disponibles, il suffit de cliquer et vous récupérez le PDF. Alors je vous rappelle que c'est un journal qui a vocation à être papier. Alors bien sûr, vous pouvez l'envoyer par email à vos contacts, ça pose aucun problème, mais l'idée de ce journal, c'est plutôt d'être imprimé sur des feuilles A4, en recto verso, en livret, en A5, enfin comme vous voulez, et de le distribuer autour de vous, dans les boîtes aux lettres, votre famille, vos voisins, vos amis, dans vos associations, dans vos entreprises, dans vos syndicats, vos clubs de sport, tout ce que vous voulez, et l'idée c'est de faire circuler, et surtout pour les personnes qui font pas internet, donc les personnes plus âgées, les personnes plus rurales, les personnes moins avancées techniquement, l'idée étant que cette information circule hors internet, et que les gens se rendent compte par eux-mêmes. On leur dit pas que l'Europe c'est mauvais, on leur dit ce qu'elle fait. Et normalement, à la lecture de ce document-là, ils doivent se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce délire, où est-ce qu'on a mis les pieds? Et il faut absolument faire circuler cette information. Le numéro de décembre est assez gratiné, je trouve. Bien sûr, je rassemble toutes les informations que j'ai données au cours des émissions du mois. Mais surtout, ne soyez pas avare de papier, imprimez ça, envoyez-le par mail aussi, bien sûr, et faites-le circuler le plus possible. Et vous remarquerez que dans le dernier numéro, là, je fais un peu de pub pour l'émission, ce que je faisais jamais fait avant, un peu de pub pour l'émission du mercredi soir, pour Canal Citoyen, pour qu'on puisse reboucler, éventuellement récupérer un certain nombre de personnes
orientez un certain nombre de personnes. Mais surtout, soyez... et si vous avez des copains, des amis, des connaissances qui militent dans d'autres mouvements politiques, dans d'autres associations, et des mouvements politiques européistes, mettez-leur ça sur le nez et demandez-leur de justifier leur europhilie. Ok, ceci termine l'exposé. Merci de votre attention. Merci à toi Yannick. Bon, Alors, je finis. Pour ceux qui sont intéressés en cours de route, toutes les références et tous les articles utilisés pour cet exposé sont sur la page Les Clés de l'Europe, la page Facebook Les Clés de l'Europe. Je vous encourage à vous y abonner, à la faire connaître autour de vous. Je vous encourage aussi à faire connaître la chaîne YouTube du Canal Citoyen. N'oubliez pas de visiter le site web de l'association Les Clés de l'Europe, www.lesclésdeleurope.fr tout attaché. Et je vous signale qu'il y aura une émission mercredi prochain, le 1er de l'année, le 3 janvier 2018. Donc sur ce, je rends la parole à Rudy et on attend les questions. Oui, merci Yannick. Oui, je te disais initialement que c'est bien, c'est positif. Malgré tout, en cette période de fête, on était pas mal, à peu près une quinzaine sur Mumble et puis une bonne cinquantaine sur Facebook. Donc c'est plutôt positif. Oui, puis j'ai vu que la vidéo précédente avait un nombre de vues qui commençait à grimper pas mal. Oui, petit à petit. Alors pareil pour le journal, ipso facto, n'hésitez pas. Sur YouTube, Canal Citoyen, vous tapez l'UE dans tous ces états et vous faites partager le plus possible, qu'on puisse avoir une viralité, non pas pour faire de l'argent, mais pour informer le plus possible. Alors Béatrice qui revenait tout à l'heure par rapport à Juncker en disant que c'était un vioc, qu'il n'avait plus toute sa tête, que c'était la cave à vin de l'Europe. Et que les élites avaient peut-être fait exprès, comme ça, si son mandat était une catastrophe, elles auraient pu dire que Juncker était un pochetron. Il est possible. Enfin, on remarque quand même que c'est pas des pointures qui nous mettent dans les postes clés. On peut pas dire que Moscovici ce soit un foudre de guerre. Juncker de la même façon. Juncker a été de toute façon, de façon connue et non discutable, un pirate fiscal à la tête du Luxembourg. En tant que Premier ministre et ministre des Finances, il avait associé les deux fonctions. Donc, bien sûr, tout ça, c'était fait en connaissance de cause. Il y a des gens de bien... Si j'étais un europhile, je réclamerais quelqu'un il y a des gens d'une plus grande qualité, d'une plus grande probité, qui sont inattaquables, qui ont un projet construit dans leur conviction, bien sûr. C'est pas les miennes, mais... c'est sûr que nous mettre des Moscovici, des Abramopoulos, des Juncker, faut pas bien avoir envie que ça fonctionne. J'en suis persuadé. Fab Le Biette qui disait Churchill buvait 1 litre de whisky par jour. Oui. Je ne pense pas qu'on l'ait vu une seule fois dans l'état où on vient de voir Juncker. Il tenait mieux le pavé, visiblement, Churchill. Ouais, ok. D'accord, donc oui. On avait Isabelle qui disait que c'était le Boris Yeltsin de l'UE. Ouais, voilà, les blagues vont fuser, effectivement, c'était l'actualité marrante de la semaine. Donc voilà, merci encore une fois d'avoir diffusé cette vidéo, ça buguait un peu, on essaiera pour le podcast de la remettre en version intégrale. Sinon vous avez le lien, sinon il faudra l'insérer dans le podcast, effectivement. Mais bon... il y a d'autres exemples, c'est malheureusement pas le seul exemple, il y en a, j'en ai relevé, ça c'est la toute dernière, je voulais la plus récente, 24 décembre, donc c'est pas vieux, mais il y en a 2 par an, entre 2 et 3 par an, des comme ça, quasiment à chaque sommet, quoi. Oui, ça la fout mal pour l'image de l'UE, effectivement. Alors voilà. Donc pas de paix dans le chat sur le Mumble si vous voulez réagir. Sinon tapez tutoriel Canal Citoyen vraiment en speed parce qu'on va pas tarder à clore l'émission. Sachant que malgré tout, l'année dernière tu n'avais pas pris l'antenne en cette période de fête. Donc cette fois-ci. Non, parce que c'était, si je me rappelle bien, c'était jour férié chez nous l'année dernière, quelque chose comme ça. C'était le 26. Ou je sais plus, enfin peu importe. C'était le mardi encore. L'année dernière c'était encore le mardi. Et ça devait être le jour de Noël, je sais plus, enfin peu importe. Effectivement, l'année dernière, il n'y avait pas eu pendant les congés de Noël. Ouais, probablement. En tout cas, on en profite cette fois-ci, alors profitez-en si vous voulez. Jean du 30 qui demandait une petite chanson pour finir, ça te dit? Si quelqu'un veut chanter, oui, mais ce ne sera pas moi. Voilà, donc t'es à ta réponse, Jean. Voilà, Johanna, ça doit être facile de faire passer des lois au comité en échange de quelques caisses de bibines. Ouais, probable, ouais.
Oui, oui. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Je sais même plus quoi commenter sur ce truc-là, tellement c'est ridicule. Ouais, bon, on ironise, hein, on essaie malgré tout, même si on rit jaune, hein, de faire de l'humour. Ok, bon, pas de réaction sur le chat. Alors, on était en petit comité ce soir sur Mumble, en tout cas, de plus en plus nombreux sur Facebook. On vous remercie énormément. On vous donne rendez-vous à la prochaine émission l'année prochaine, hein, en 2018, et ça sera Céline qui sera là pour vous souhaiter la bonne année avec toi, Yannick. Ok, super. Alors merci à tous d'être venus ce soir entre les deux fêtes. Donc je vous souhaite un bon réveillon et bon passage en 2018. Ne buvez pas trop, laissez-moi. Et puis je vous donne rendez-vous le 3 janvier, 21h. Salut à tous et n'oubliez pas de distribuer le journal. Salut à tout le monde, à bientôt. Merci Yannick et bonne fête à tous et bonnes vacances.